C'est Wrestle Radio, spécial Catch-moi si tu peux, avec Rubenito. Bonsoir et bienvenue pour ce 12e numéro de Catch-moi si tu peux. C'est une revue spéciale sur le Hall of Fame 2016 qu'on va vous proposer ce soir. Il y aura une petite aparté sur Sting, sur Jacqueline, sur les Fabulous Freebirds, enfin, etc. Ce podcast a été enregistré le soir de la review de WrestleMania, d'où sa forme un peu bizarroïde par rapport aux autres Catch-moi si tu peux. En tout cas, on vous souhaite bonne écoute. Voilà. On va vite faire une petite aparté sur le Hall of Fame. Parce qu'il y a quand même eu Snoop Dogg qui a été au Hall of Fame. Donc j'ai envie de parler juste de lui et les autres. Non, mais on va vous parler bien sûr de Sting qui mérite 1000 fois d'être au Hall of Fame de la WWE. Année, mais... On vous renvoie d'ailleurs. Ta gueule. On vous renvoie. On vous renvoie d'ailleurs vers le Catch-moi si tu peux, si vous l'avez pas encore écouté. C'est le premier, je crois, qu'on avait fait sur la carrière de Sting. Sur un catcheur. C'était pas le premier sinon. Ouais, c'est le premier qu'on avait fait sur un catcheur en lui-même, quoi. Vince vous mettra le lien dans la vidéo. et du coup, à cette occasion, Sting a officialisé sa retraite. Bon, on le savait depuis quelques temps, mais voilà. Voilà, déjà. Ouais, c'est très important. Voilà. Ouais. Déjà, est-ce que ça t'a surpris qu'il soit intronisé par Ric Flair? Attends, Voilà, alors carrément pas. Rival de l'époque de la WCW, donc non. C'est ultra logique. Et les deux gars, ils ont été. Moi, ça m'a pas surpris. De la WCW aussi. Non, c'est vrai, ça m'a pas surpris, sauf que je suis persuadé que si Hulk Hogan n'avait pas dit ce qu'il avait dit, ça serait lui qui l'aurait introduit. Mais non. Aucune chance. Ah, je pense non. C'était soit Ric Flair, soit Lex Luger, mais Ric Flair en premier. Vu dans l'état où il est, Lex Luger va C'est ça, c'est exactement ça. Mais même, de toute façon, même si Luger était en forme, ça aurait... Non, c'était Ric Flair. Je peux t'assurer qu'ils ont eu un parcours incroyable ensemble, même du temps de je suis d'accord. Et de la WCW, je veux dire, ils ont fait... Déjà, le premier titre de champion du monde de Sting a été gagné contre Flair. Le premier soir de Nitro, il affronte Flair. Le dernier soir de Nitro, il affronte Flair. Ils sont vraiment liés dans des histoires ensemble. Ouais, c'est très proche. Ouais, exactement, ouais. Sauf que Flair a fait des allers-retours à la WWF à l'époque, ce que n'a jamais fait Sting. Oui. Bon, après, on a eu Jacqueline, qui est peut-être des meilleures divas des années dans lesquelles elle a... Femme. Elle a couru, hein. Ah oui. À l'époque où elle était femme, c'est ça que t'as dit, aussi. Non, mais pas le terme diva, plutôt femme. C'est sûr qu'à l'époque, ça montrait beaucoup les corps, mais elle était quand même beaucoup plus dans le style athlétique. C'était quand même quelqu'un de très méritant dans un ring. Et c'était une époque aussi où elle a subi l'émergence aussi de forcément Lita et surtout Trish Stratus. Donc ça l'a empêché d'être encore plus en avant, quoi. Parce que parce qu'elle la connaît pas, quoi. Vas-y. C'est ça. Ouais, ben elle est arrivée. Ce qu'il y a, c'est qu'elle est arrivée elle, une première fois. Ça a été catastrophique. C'était 94, si je me trompe pas. Elle est arrivée en tant que manager de Jeff Jarrett, ce que tout le monde a oublié d'ailleurs, et logiquement. D'ailleurs, elle se fait pas appeler Jacqueline à ce moment-là. Et puis après, elle était partie à la WCW où elle a été manager de Kevin Sullivan, où là, ça l'a vraiment sorti. Puis après, elle a managé les Harlem Heat. Et quand elle est revenue dans son second run à la WWF, c'était en 98, en pleine Attitude Era. Elle a d'abord eu une feud très importante avec Rena Mero, qui est en fait Sable, la femme aujourd'hui de Brock Lesnar. À ce moment-là, Rena Mero, elle était avec Marc Mero, justement, elle faisait équipe, et ça a donné une feud assez incroyable pour la ceinture de championne de woman à l'époque. Donc c'est là qu'elle est sortie Jacqueline, et puis après, oui, tu as tout à fait raison. Il y a Trish et Lita qui sont arrivées, ça l'a un peu... elle était un peu en retrait, mais par contre, c'est la seule diva à avoir remporté aussi le titre Cruiserweight. Elle a affronté Chavo Guerrero dans un SmackDown en 2004, et elle a battu Chavo pour le titre de champion poids moyen. C'est vrai. D'accord. Et donc après, on a eu le Big Boss Man, qui lui est des années 80, voire même de la Attitude Era. C'est une des plus grandes stars de son époque, mais il était sous-estimé. Mais bon, faut avouer qu'il avait des Hogan en face, ok. Mais quand même, je trouve que ses accomplissements sont absolument énormes. Voilà. Il a eu deux runs tout à fait différents, hein, Benito. Il a eu un premier run très très haut à un moment donné où il était aussi dans les Twin Towers avec Hakim, même s'ils n'ont jamais touché au titre. D'ailleurs, ils étaient managés par Slick, c'est lui qui a intronisé. C'était les filles du Big Boss Man qui sont venues prendre la récompense. Et puis il a eu son... Oui, t'as raison aussi. 3 filles, ouais, c'est ça. Et puis à ce moment-là, oui, il a affronté.
Hogan, Savage, Rick Rude, enfin voilà, c'est vrai que c'était assez haut. Et puis après, il y a eu cette deuxième période où il est revenu aussi dans un personnage très important, mine de rien, pendant l'Attitude Era, où il faisait partie de la corporation de Monsieur McMahon. Et là, il a été un grand champion C'est un peu hardcore le dans cette période. Punisher à l'époque, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Et puis, il était devenu champion par équipe avec Ken Shamrock. Alors, Thierry, toi, à part Sting que tu connais, les autres, tu les connaissais pas, c'est ça? Si, Big, quand même. Si, Big Boss Man, je le connaissais. Jacqueline aussi. Jacqueline, c'est vrai que je connaissais que de nom. Je me suis pas, j'avais pas vu beaucoup de ses matchs. Tu t'es pas penché sur Jacqueline. Non, non, je vous avoue que je ne m'étais pas intéressé à elle. Mais dans tous les cas, ils méritent tous. Big Boss Man et Sting méritent largement leur place dans le Hall of Fame. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir Sting apparaître, quoi. Après, on a eu donc les amis de Renault, les Fabulous Freebirds. Et surtout Ouais. Michael qui fait le show. Qui est selon Renault une des équipes les plus surcotées de l'histoire de la WWE, WWF, Ouais, bah non, mais le truc, AWA, NJPW. ouais, surtout là-bas. Non, mais le truc, c'est que c'est des mecs, je veux dire, c'était des mecs cool. À l'époque, Michael Hayes, Terry Gordy qui nous a quittés en 2001, Buddy Roberts en 2012, et il y avait aussi Jimmy Garvin qui avait rejoint le clan. Eux, ils se sont surtout fait connaître à la WCCW, c'était la World Class Championship Wrestling, où là-bas ils ont feudé, pardon, pendant un long moment face au Von Erich. C'est là qu'ils ont un peu créé leur légende. Et après, ils sont passés, oui, par la NWA, la WCW, la AWA, où ils ont affronté les Road Warriors. Mais leur passage à la WWF a vraiment, mais alors rien de marquant. Mais tu vas me dire, Sting, c'est pareil, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Puis en plus, ils s'étaient pris la tête, et ça, c'était pas pour le catch, hein, c'était vraiment en vrai. Ils se sont pris la tête avec André le Géant. Et à ce moment-là, il fallait surtout pas se prendre la tête avec André le Géant. Ça les a dégagés de suite, quoi. André, il était intouchable, et il les a limite foutus à la porte lui-même. Donc voilà. Après, leur dernier run à la comme WCW était plutôt dans le Prince de Bel-Air avec Jazz. C'est exactement ça, ouais, pareil, la même. Leur dernier run à la WCW début 90 était plutôt intéressant, mais pour moi, ils méritent largement, mais alors largement leur place au Hall of Fame. Ils n'avaient pas créé d'ailleurs le Six-Man Tag Team Championship pour eux, quoi, plus ou moins. Complètement. C'était exactement ça. Et puis c'était les premiers à se passer les titres. Oui, voilà. D'ailleurs, ils ont été introduits par le New Day quand on parlait. Voilà. Ouais. Après, bon, on a eu Stan Hansen qui a été intronisé, donc Brusty en a parlé vite fait. C'était un rival de Bruno Sammartino, donc il méritait, quoi. Oui. Qu'est-ce qu'il a morflé, Vader, d'ailleurs, qu'il a introduit. Oh, quoi, il avait une tronche. Enfin, bref. Et après, on a eu le Godfather. On a eu le Godfather qui a été intronisé par APA, pardon. John Bradshaw Layfield et Ron Simmons. Damn! Et là aussi, ouais, c'était une belle cast cette année. Juste par rapport au Godfather, je crois que Wade Barrett a porté réclamation parce qu'il aurait voulu que ça soit plutôt sous la gimmick de Papa Django. Ouais, moi j'aurais préféré aussi Papa Django ou Kama, mais bon. Non, ben moi justement, je suis content que ça soit en Godfather. C'était un personnage. Honnêtement, j'aurais bien aimé qu'en fait ils intronisent Charles White et qu'ils fassent les trois, quoi. Ouais, après, ouais. C'est peut-être mieux. Mais bon, en tout cas, son personnage de Godfather a été, je pense, celui qui a été le plus marquant parce qu'il était assez over durant l'Attitude Era. Et ouais, voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Il chope le titre intercontinental en 99 à ce moment-là, et puis il deviendra aussi champion par équipe avec Val Venise. Donc c'est à ce moment-là qu'il a touché à l'or, quoi. En Godfather. C'est incroyable quand même qu'un personnage de macro qui amène 6 putes autour du ring soit. Enfin bref. ça me fera toujours rire. Ouais, Val Venise, il nous a sorti Renault. Enfin bref. Voilà, merci de nous avoir suivis pour ce 12e numéro de Catch-moi si tu peux sur le Hall of Fame. Vous retrouverez bien sûr tous nos podcasts sur notre page Facebook, sur Twitter et sur notre compte YouTube. Merci de nous avoir suivis et à bientôt les amis, au revoir. Si t'en as marre de te faire chier devant un match tout pourrave de Ligue 1 comme par exemple Rennes-Lille, abonne-toi sur SOS Radio. Au moins là on parle de catch.